toute la place? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir parfois de vivre et de regarder en même temps pour pouvoir écrire? Quel est votre rapport à l'écriture? Est-ce qu'il y a quelque chose depuis toujours, ou est-ce que c'est assez récent pour que vous en soyez aujourd'hui à la publication de votre premier roman? Pas forcément premier texte, mais premier roman. Ouais, c'est un peu en fonction des sujets et des textes, effectivement. Moi, c'est la deuxième fois que je publie un texte. Le premier était un récit documentaire, donc là, j'avais un devoir de réalité qui est tellement intenable que je ne referai plus jamais ça. Je pense que je vais faire le chemin inverse d'Emmanuel Carrère. Pas du tout faire ça. Et pour le deuxième, c'est le sujet. Naturellement, une femme, d'avoir une tonalité de fable et d'essayer quelque chose au niveau du genre, l'hybridation entre le roman et la fable, parce que justement, ce sujet me paraissait être une volonté de saboter le réel, une volonté de prendre Paris en 2019, de mettre des éléments très réels, des éléments qu'on travaille sur les héroïnes, un travail qui n'a rien de romanesque, des éléments qu'on connaît tous comme l'incendie de Notre-Dame, des éléments très réalistes, et puis de les envoyer, de les tirer grâce à une tonalité fabuleuse, grâce à un peu de poésie, de saboter le réel et de montrer que finalement l'aventure est au coin de la rue, pour reprendre l'expression. Des petits mots comme quoi il y a un écho terrible. J'ai l'impression que peut-être moi, j'entends pas la question. Moi non plus. Alors nous, il y a un écho terrible. Enfin, de mon côté, j'ai du mal à suivre. Moi aussi, Delphine. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être qu'il faut que chacun ouvre son micro, chacun son tour, je ne sais pas. Voilà, il faudrait que chaque personne qui a un micro ouvert, ça produit un écho. Donc il faudrait couper les micros et ne les ouvrir que quand on parle. Ça marche. Donc, on va repartir, pardon pour cette lutte technique. Et donc là, on va, Maud, par rapport au rapport à l'écriture et la place de l'écriture. Non, mais ça m'a plu d'entendre Anthony parce qu'on a un cheminement très similaire. J'ai commencé aussi par un récit biographique, moi, en étant collée à ce devoir de raconter au plus près la vie de quelqu'un, avec beaucoup de bonheur, mais aussi un sentiment de frustration. Et ensuite, quand j'ai écrit L'Enfant Céleste, c'était clairement un pied de nez au réel, qui me semblait sans doute à ce moment-là assez rude et fruste. Et j'avais pas non plus envie de raconter quelque chose de, je sais pas, de forcément exceptionnel, mais d'une aventure qui semble possible. Et c'était très agréable de s'écarter légèrement du réel à travers ce livre. Voilà. C'est fini. Et je coupe le micro. Jérémy n'a plus de micro. Je l'ai remis. C'est à moi? Alors, moi, étonnamment, pour aller chercher cet imaginaire et les éléments les plus fous de cette histoire, en fait, je suis allé chercher dans la vraie vie, parce que, voilà, aussi bien le fait divers qui m'a donné l'idée de cette histoire, ces vacances improbables en sous-sol, c'est un fait divers voilà, dont j'ai entendu parler quand j'étais gosse et qui m'a marqué. Et même ce qui paraît le plus inventé dans le roman, c'est ce qui est le plus vrai. Les histoires, par exemple, quand les ouvriers dans les années 70-80 de ma région ont kidnappé Johnny Hallyday pour attirer l'attention des médias, ou quand ils ont volé la Coupe de France de foot, pareil, pour attirer l'attention des médias. Tout ça, c'est vrai. Donc, je suis allé chercher vraiment dans le vrai pour parler d'imaginaire.
Merci. Ça me fait un peu bizarre comme la désactivation. Mais voilà. Du coup, on va plonger dans votre travail d'écriture cette fois. Je vais faire une question un peu longue parce que vu qu'on à chaque fois et que c'est pas comme ça, je vous laisserai en prendre ce que vous voulez. Pour savoir comment vous travaillez. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture tous les matins, les nuits Est-ce que c'est d'un jet et c'était merveilleux et superbe, comme le disait Anthony, et c'était bon, et l'éditeur, vous l'avez trouvé tout de suite, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail de relecture? On va déjà parler du travail d'écriture, on parlera du rapport à la publication dans un second temps. Voilà, je vous laisse la parole. Alors moi, j'adorerais écrire tous les jours, hein, mais je n'y arrive pas, ça ne se passe pas tous les jours. J'ai plutôt un gros travail de prise de notes et de plan, tout d'abord, puis ensuite d'écriture. Et l'écriture se passe toujours entre 6h et 8h du matin, ce qui est un temps comme ça très, très magique de tranquillité et de réappropriation du réel, pour le coup. Et c'est assez performatif une fois qu'on a eu le plan. Le moment d'écrire une scène est tout autant emprunt. Alors moi j'ai lu, je lisais beaucoup Le Paradis perdu de Milton pendant l'écriture de Grande Platinum. L'actualité et puis le fait d'être là dans une scène fait que par rapport au plan, on oublie tout et on se remet dans quelque chose qui est de l'ordre du direct, qui est de l'ordre de la captation, et qui fait que pendant 2-3 jours, on a rendez-vous 2 heures par jour avec une seule et même scène, puis ensuite qu'on va la laisser un peu au frigo et qu'on va venir la retravailler quelque temps après. Et ce process-là, effectivement, peut durer un peu plus longtemps que s'il était vraiment régulier. Si j'écrivais vraiment 3 heures par jour, je sortirais plus de livres, je pense. Ce qui est bien, c'est que j'ai moins besoin de faire lire aux autres maintenant. Avant, j'embêtais tout le temps mes proches et ce besoin de se rassurer, et ça, c'est terminé. Donc, je peux avancer, je me tiens tout seul maintenant, avec le regard de mon éditeur. Et vous vouliez rester sur le process ou également sur on envoie le livre par la poste et tout ça et tout ça? T'as plus de micro, Charlotte, alors. Oui, c'est vrai, mais normalement, je fais beaucoup avec mes mains, alors ça doit suffire. Ouais. Non, on va rester sur le process et puis on fera la publication juste après. Ok. Voilà, le process, ce qui est important, c'est l'aube. Tant qu'il y a l'aube, je peux être dans n'importe quel endroit au monde. Si j'ai 2 heures à partir de 6h du matin, je suis quoi qu'il arrive tout seul. Et je peux écrire de n'importe où dans le monde. Fini sur le process, je crois. Eh ben, moi, je suis un peu troublée, hein, Charlotte, parce que je crois qu'on va vivre ensemble, Anthony. J'écris absolument. Oui, mais alors, je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on en parle parce que on a plein de choses en commun avec Maud, dont le Morvan, dont le 10e, d'après ce que j'ai cru comprendre. Presque. Donc, effectivement, je crois qu'il me faut un 06. Et l'aube, je n'écris que le matin très tôt aussi. Non, bah ça exclut la vie commune, donc. On va se battre sur l'aube. Ou alors, il faut avoir un très grand appart, avec chacun son aube. Enfin, en tout cas, les 2 livres ont été très différents. Pour le premier livre, c'était le fruit de 10 ans de recherche et j'avais plus de 600 pages de notes. Et pour celui-ci, donc, qui était une fiction, j'avais déjà l'idée du cheminement. Il fallait que ça aille vers quelque chose de lumineux à la fin.
donc le synopsis du livre est très simple et je me suis tenue à cette écriture-là, de cette histoire très linéaire, un peu basique, en essayant de l'épurer. Donc il y a eu beaucoup de retravail dans l'écriture pour que ça soit, j'espérais être avec une écriture très claire comme le ciel de cette île. Voilà. C'est à moi. Alors, pour le coup, on va pouvoir faire un ménage à trois parce que moi aussi, j'écris très très tôt. Voilà. C'est même plus grand là, donc ça va pas marcher. C'est même le seul moment, la seule occasion pour laquelle je me lève très tôt, c'est pour écrire. Et voilà. Et j'écris très tôt. Et par contre, l'après-midi, je reprends les passages ou le chapitre que j'ai écrit la veille. Voilà, c'est plutôt comme ça. Par contre, pour rester sur le process, peut-être ce qui est moins courant, c'est que je n'écris pas dans l'ordre. En fait, j'écris les chapitres indépendamment, comme des petites histoires. J'aime bien que ça se tienne comme ça. Et voilà. Et j'ai écrit, par exemple, le premier chapitre, c'est celui que j'ai écrit en dernier. Voilà, par exemple. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sur le process. Merci. Bon, comme quoi les coulisses de l'écriture, ça révèle des trucs. Il y a des trucs qui se passent. Je ne sais pas si vous voyez les discussions, mais il y a des choses. Il y a des choses. Bref, certains ont pensé vous laisser, d'autres ont dit que c'était le nouveau mythique. Enfin, voilà. Très bien, hein. Nous, on peut être à la base de ça. Nous, on prend toutes les premières fois. Voilà, donc on prend. Alors voilà, on a le process et on va passer à ce côté un peu magique. Ça reste magique, la publication, surtout pour une première fois, évidemment. Même encore une fois, si ce n'est pas forcément votre premier texte, mais le premier roman, on a bien compris qu'il y avait un rapport différent à ce texte-là pour Maud et Anthony. Et ben, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été envoyé par la poste? Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez? Est-ce qu'il y a eu plein de noms ou tout de suite des oui? Enfin voilà, on aimerait bien rentrer dans la toute petite histoire cette fois, mais très importante. Alors moi, donc par la poste, ça marche très bien. J'ai eu, pas vraiment pour le premier, mais pour le deuxième, j'ai eu comme ça des noms, des réseaux, ça n'a jamais marché. Et finalement, c'est par la poste. J'ai envoyé à 5 éditeurs qui me semblaient correspondre à cette histoire et qui me faisaient envie. Et ça m'a sauvé mon confinement, puisqu'en fait, je l'ai envoyé juste avant le premier confinement de mars dernier. Et au bout d'un mois et demi, j'avais un texto de Bernard Comment qui me disait j'ai commencé à lire, j'aime beaucoup. Avant que je finisse, dites-moi où vous en êtes avec d'autres éditeurs. Je lui ai dit, vous êtes le premier à répondre, donc voilà, quoi, je serais ravi. Et là, effectivement, ça devient magique. Un, parce que ça marche. Deux, parce que sentir que quelqu'un d'autre fait un pari avec vous sur votre texte, c'est extraordinairement émouvant. Commencer à parler de son texte avec quelqu'un qui est étranger, c'est-à-dire qui n'est pas dans le périmètre familial, ça devient la création d'un vrai espace littéraire, un vrai espace littéraire à deux pour l'instant, mais qui est déjà un espace littéraire, qui est déjà un mouvement collectif à deux. Et ce qui était assez magique, c'est qu'en fait, toutes les petits doutes ou les petites questions que j'arrivais pas qui me posaient encore question sur ce texte, pour le coup, l'éditeur avait tout de suite la bonne réponse. Il m'a tout de suite dit j'aime tout, on garde tout, sauf la fin. Et j'ai retravaillé la fin et c'était effectivement la solution pour que ce texte que j'avais voulu extraordinairement condensé et synthétique, je voulais garder de la fable le côté vraiment très fluide, très, très direct. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand j'ai commencé à vouloir faire une fable, je me suis retrouvé finalement à écrire comme si je faisais une story Instagram un peu. C'est-à-dire qu'il y avait la même
la même fragmentation, la même façon d'aller le plus court possible et le plus, en l'occurrence, poétique possible. Et j'avais péché par excès de raccourcis. J'avais voulu boucler absolument un fil narratif avec un personnage qui n'était pas le lieu. Et donc finalement, on a retravaillé un chapitre complet avec Bernard. Et je pense qu'il avait raison. Voilà. Eh bien, moi, je ne sais même pas par où commencer parce qu'évidemment, ma situation, comme c'est le cas pour Caroline, Laurent, elle est un peu particulière. J'ai écrit depuis très longtemps et j'ai mis longtemps à m'autoriser à publier quelque chose parce que quand on est éditeur, on se sent extrêmement mal placé. On passe son temps à refuser des textes ou à faire des commentaires à des gens plus ou moins pertinents et subjectifs et je ne sais pas, c'est difficile de se sentir aussi auteur. Et donc, c'était malgré tout très simple de publier la biographie de quelqu'un que j'admirais, qui était un autre éditeur pour mon premier livre. Et il a été publié chez Gallimard avec beaucoup de bienveillance par mon patron, qui l'avait fait passer au comité sous pseudonyme pour me protéger, parce qu'il se trouve que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais en littérature française la seule femme et la plus jeune. Donc, il faut imaginer que ce n'est pas forcément toujours évident. Et ça permettait au moins en interne de faire taire tout commentaire possible. Et ça avait été une publication assez heureuse, mais en même temps, pour le deuxième livre, qui était donc une fiction, qui parlait d'un chagrin d'amour, je ne me sentais pas du tout de publier ça avec mes collègues. Et voilà, c'était pas possible. Et j'ai un jour déjeuner avec Dana Burlac, qui est mon éditrice à l'Observatoire, qui était une collègue quand j'étais chez Flammarion il y a 15 ans, que je connais depuis très longtemps, que j'estime énormément, et qui est en plus la fille la plus charmante au monde. Et elle l'a lu, elle a eu la gentillesse de me faire un retour très agréable. Et on s'est aperçu après en riant qu'en plus, cette maison où elle travaille, où j'ai publié, s'appelle l'Observatoire, et que pour un texte qui parlait d'astronomie, c'était parfait. Donc voilà, l'histoire a été très jolie, c'était bien. C'était agréable aussi pour moi qui travaille dans un énorme paquebot, d'être avec une équipe plus petite et jeune. Voilà, c'était très agréable, vraiment. Alors moi, cette histoire, donc, je la porte depuis très longtemps parce que ça remonte à ce fait divers que j'avais entendu quand j'étais gosse. Et c'était en 1990, en juillet même, je m'en souviens très bien. J'étais sur mon petit vélo et j'ai entendu parler de ce fait divers. Et je m'étais dit, ça ferait une histoire formidable, un roman formidable. Et longtemps après, j'ai écrit une première version de cette histoire. C'était il y a à peu près 15 ans. Mais ce n'était pas abouti et c'est resté dans un tiroir. Et donc, bien plus tard, il y a 1 an et demi, 2 ans, je l'ai ressorti du tiroir. En la lisant, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Donc, je vais l'envoyer à un éditeur. Et je venais de lire La vraie vie d'Adeline Dieudonné à l'Iconoclaste. Donc. Et je l'ai envoyé, pas par la poste, mais par mail à l'Iconoclaste. Et une semaine après, c'est Julia Pavlovitch, qui était à l'Iconoclaste à l'époque, qui m'a rappelé en disant je le veux, j'adore, mais par contre, j'en veux plus. Voilà, je pense que tu as plus à dire, donc il faut rebosser. Et voilà, donc on s'est mis au travail ensemble. Mais rapidement, il y a eu un autre problème, c'est que je n'écrivais plus du tout de la même manière que 15 ans auparavant. Donc, j'ai dû tout reprendre. Donc, ce qui a pris un peu plus d'1 an, 1 an et demi même, à réécrire entièrement le roman. Voilà. Oui, alors il y a plein de commentaires, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, vous. Enfin voilà, très belle maison, sur la couverture de l'Observatoire aussi, voilà, pour Maud, mais on vous les retransmettra si vous ne les voyez pas. Donc on en est arrivé à la publication, à ce premier roman paru à peu près. Alors Maud, c'est sorti un petit peu avant, mais on a élargi la sélection cette année. Et donc maintenant, après un premier roman publié, et ben, comment
comment se passe la suite? Est-ce que vous êtes déjà en écriture d'un second? Est-ce que du coup, le rapport à l'écriture est différent par le prisme de l'éditeur qui est avec vous? Anthony le disait bien, cet espace littéraire collectif qui se crée avec l'éditeur. Est-ce qu'il y a une autre façon d'écrire? Est-ce que la démarche est différente? Est-ce que ça assoit quelque chose pour la suite? Je ne vous demande pas de nous dire sur quoi vous écrivez. Je sais très bien que ça, on préfère le taire, mais si vous voulez nous faire des scoops, je vous en prie. Voilà, mais en tout cas, et après la publication. Il y a ce qui se passe pendant l'écriture qui est assez important quand même. Parfois, ça vient renforcer ce qu'on écrit de façon un peu troublante. Enfin, moi, pendant Grand Platinum, l'héroïne est à un moment particulier de deuil de son père, et j'avais décidé de ce moment particulier parce que je le trouvais intéressant. Et en fait, mon père est mort pendant l'écriture du livre. Donc, il s'est passé comme ça plusieurs choses qui ont été presque prophétiques, des choses malheureuses, des choses importantes, des choses voilà, à intégrer. Et c'est encore pire pour le deuxième. Pour le deuxième, j'avais dans l'idée il y a 2, 3, 4 personnages que j'aime beaucoup de Grand Platinum, sans parler de suite et d'idées comme ça de série, mais j'avais envie de partir avec certains personnages, faire une ramification à cette histoire, un autre espace-temps, pas une suite, mais un autre espace-temps. Voilà, et puis j'avais envie d'y intégrer aussi évidemment beaucoup de réel, et puis ça c'est bousculé par la vie privée. Voilà, entre le moment où j'ai fait Grand Platinum et où je l'ai dédié à une jeune fille, et maintenant cette jeune fille est partie vivre sa vie. Du coup, ça rebat les cartes, et je suis un peu dans la mouise pour le deuxième. J'ai pris du retard. Le confinement aussi a pris du retard. La sortie du premier roman est extrêmement perturbante. Enfin, tout le monde dit il faut surtout continuer à travailler, ne pas regarder la sortie du livre, etc. Ce qui est évidemment ce qu'il faut faire et ce qui est impossible à faire. Donc voilà, je suis resté là beaucoup trop de temps à prendre des notes et à réécrire une histoire que j'ai pourtant en tête depuis déjà 1 an et qui finalement va prendre là quelques mois de plus pour se décamper. Et j'ai fini. Moi, je publie surtout des premiers romans chez Gallimard et j'ai l'habitude, depuis quand même quelques années, d'accompagner les auteurs dans ce moment particulier de la sortie et dans l'après. Et je me sens extrêmement privilégiée parce que j'ai pas cette pression-là. Je me sens très peu écrivain et surtout éditrice, donc je suis très occupée par les auteurs que j'accompagne, je vis par procuration leurs angoisses. Et j'ai déjà commencé à travailler sur autre chose, mais j'ai vraiment tout à fait mon temps. Et voilà, ça va être très agréable. Ça ne me stresse pas. Les autres textes, oui, beaucoup me stressent. Les autres auteurs que j'accompagne, mais pour moi, non, ça va être bien. À moi, je suppose. Alors, moi, non, j'arrive pas à m'y remettre tout de suite, là. J'ai besoin de laisser un peu vivre celui-là, de prendre un peu de distance et de prendre des vacances. Mais je me documente tout doucement, voilà. Je sais ce que je veux écrire, j'ai une histoire, mais voilà, doucement, sans pression. Et bizarrement, voilà, il y a une partie de la pression qui est enlevée parce que voilà, maintenant je suis en terrain un peu plus connu. Mais il y a une autre pression qui est, je sais l'implication que ça demande de se lancer dans un roman. Je ne sais pas faire les choses à moitié, donc je sais que le moment où je vais m'y lancer, ça va écraser tout le reste et ça va mettre toutes les autres facettes de ma vie de côté
Donc voilà, j'ai besoin de profiter un petit peu avant de me remettre dans la bulle. Voilà. Bon, merci. On vous laisse le temps, mais on sera là, parce qu'en fait, on aime bien les premières fois, mais on aime bien les deuxièmes aussi. Donc voilà, tous les trois, en tout cas, on attendra avec, voilà, avec bonheur et patience. On va être patient pour la suite. Je vois l'heure qui tourne. J'avais 150 millions de questions. C'est toujours très frustrant. Il faut que j'apprenne à gérer mon temps. Une question peut-être pas évidente, mais je trouve qu'avec tout ce qu'on s'est dit sur le rapport au réel et au fantasme et à la magie de l'écriture, est-ce que l'écriture ou la littérature peut ou doit sauver quelque chose? Je pense à voilà, Marguerite Duras, hein, qui disait notamment que l'écriture pouvait guérir ou sauver de beaucoup de choses. Est-ce que l'écriture peut sauver de quelque chose, et si elle sauve de quoi? Moi, je ne pense pas que l'écriture puisse sauver de quoi que ce soit, à part ce qu'on est déjà. Enfin, on peut se reconnaître dans un écrit, on peut pas se découvrir dans un écrit. Donc se sauver, non, on se sauve par soi. Et l'écrit, moi, je suis toujours déprimé de voir à quel point écrire des choses vraies, les dire aux gens, ne sert strictement à rien pour qu'ils évitent de faire des conneries. Très clairement, les journaux sont absolument inutiles. Tout le mandat de Trump vient de le démontrer. Ça ne sert plus à rien d'expliquer la vérité. Donc effectivement, pour autant, on est a fortiori dans une époque qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus en rien. On est obligé, nous, de croire de se réfugier dans la sincérité, de se réfugier dans l'honnêteté. C'est ça notre nouvelle foi. Et puis de s'en affranchir et de partir vers le fantasme, si une fois que les gens ont confiance, entre guillemets, et si on peut les amener quelque part. Mais se sauver, moi, je ne pense pas que la littérature sauve de quoi que ce soit. Charlotte, Marguerite Duras, c'est un cas extrême. C'est plus qu'un écrivain, c'est une pitié. Non, bon, je ne crois pas non plus que, en tout cas, pour moi, l'écriture n'est pas une réparation. La lecture, oui, ça peut nous sauver. Enfin, moi, ça m'a aidé à tous les moments de ma vie, et en particulier pour les chagrins d'amour. Il n'y a pas de meilleur remède. Mais l'écriture, non. C'est agréable simplement de pouvoir poser les choses à plat et de pouvoir exprimer des choses. Moi, quand j'ai écrit ce livre, au début, c'était suite à un chagrin d'amour, et c'était une histoire extrêmement simple et un peu pathétique aussi. Et puis très vite, j'ai eu envie de laisser quelque chose aussi pour mon enfant, sans doute. Et ça peut servir à ça, je ne sais pas, à poser des jalons dans une vie. Voilà, des petites briques, chaque livre. C'est tout. Alors moi, je n'irai pas jusqu'à dire que l'écriture peut sauver, mais en tout cas, c'est pas anodin. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été anodin. Alors même si il n'y a quasiment rien d'autobiographique dans cette histoire, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je ne travaille pas dans une usine, mais mine de rien, j'ai mis beaucoup de moi et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur mon fonctionnement, sur mes travers, limite mes névroses. C'était presque une forme de psychanalyse quelque part. Donc, ça ne sauve pas, mais ça aide. Ce n'était pas anodin. Voilà. Merci. Et donc, je rebondis sur Maud qui dit que écrire ne sauve peut-être pas, mais lire, si. J'avais juste une question à Maud, Anthony et Jérémy avant la réunion pour qu'ils aient le temps de la préparer un petit peu. C'était de nous proposer un livre, que ce soit un livre absolu de coup de cœur ou un dernier. Enfin voilà, il n'y avait pas d'ordre, mais en tout cas un livre important pour eux. Donc je crois qu'il est temps d'entendre
vos propositions? Alors moi, j'ai qu'un livre, c'est que j'offre à tous mes amis depuis que j'ai 18 ans, qui est le livre de la pauvreté et de la mort de Rilke, dans la traduction d'Adamov, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Il y a une nouvelle traduction là qui vient de sortir, et il faut à tout prix ne pas l'acheter. Donc c'est un poème, c'est un long poème, et qui est d'abord très touchant parce que moi je suis très touché quand j'entends des auteurs qui croient en quelque chose. Et une voix qui a la foi, c'est extraordinairement touchant. Rilke a la foi chrétienne, et donc on parle différemment, on rentre dans l'espace poétique différemment. C'est un peu comme se balader comme ça en Italie. Il fait extraordinairement chaud. On a vu un village qui ressemblait aux autres, et puis à la sortie du village, on tombe sur une cathédrale et elle est fraîche et elle est richement décorée. Et on rentre et on a l'espace de quelques minutes ou quelques secondes, si on veut, un vrai havre, un vrai oasis, et quelque chose qui nous nourrit et nous protège en même temps. Et Rilke fait tout ça. Il nourrit et il protège. Il annonce l'écrasement des villes, le pragmatisme des villes. Il redit cette nostalgie pour une époque révolue, où, comme il le dit, le temps des riches est passé. Donc il y avait une grandeur de la richesse d'avant l'industrie, d'avant la grande ville, d'avant les machines, vers lesquelles il se tourne, même si ce temps est révolu. Il nous invite à accepter la mort, ce qui est très différent, ce qui est très difficile pour des gens qui n'ont pas la foi chrétienne. Il nous invite à reconnaître dans le pauvre le seul individu qui garde justement cette grandeur passée, cette grandeur des pasteurs, cette grandeur des princes, qui est une grandeur révolue. Et voilà, et donc ce texte me touche à chaque fois beaucoup, et je l'offre à tous mes amis. Voilà. Eh ben, ça donne envie. Moi, je ne l'ai pas lu. J'irai l'acheter demain. Ah, j'ai eu peur qu'on ait le même pour le coup. Mais non, mais alors on va boire un café, je vous l'offre. Moi, Charlotte, j'ai beaucoup hésité. Je voulais dire Lolvestein, et puis en fait, ça sera L'été de Camus. C'est un livre très court, très simple, ultra connu, que j'ai relu plein de fois, qui a une beauté toujours aussi incandescente, qui est empreint d'une grande sagesse et qui est en même temps écrasé de soleil, qui sent bon la Méditerranée. Je crois qu'en ce moment, on en a aussi particulièrement besoin. Et puis, il y a cette phrase ultra utilisée, mais qui est comme une boussole, qui dit dans Retour à Tipasa, il y a seulement de la malchance à ne pas être aimé, il y a du malheur à ne point aimer. Point aimer. Voilà. Alors moi, ce serait Cavana, mais je vais tricher un peu, ça serait 2 livres, mais c'est la suite, donc c'est des récits autobiographiques, c'est Les Rital, le plus connu, et Les Ruskov, donc sa suite. Et dans Les Rital, il raconte son enfance d'immigré italien, et dans Les Ruskov, il raconte son expérience de la Seconde Guerre mondiale et quand il était STO dans un camp de travail en Allemagne. Voilà, et c'est juste magique, c'est magnifique pour moi. Voilà. Il y a toute la gouaille de Cavana, il y a son regard vachard, mais en même temps, on découvre toute la tendresse, toute la poésie dont il était capable, et même le romantisme, parce que les Ruskov, ça raconte principalement
outre la débâcle et l'arrivée des Russes et tout ça, ça raconte une des plus belles histoires d'amour que vous pourrez lire, où il rencontre une prisonnière russe dans ce camp, et voilà, sous le regard des SS, des gardes, et sous les bombes, ils s'aiment comme pas possible, et c'est juste bouleversant. Si ça tenait qu'à moi, il serait dans la Pléiade tout de suite. Je vais en parler. Tu veux ? Merci, je crois qu'on a tous noté, voilà, parce qu'on est un peu tous des boulimiques de librairie, donc il se peut que demain, il y ait un pic sur les titres que vous nous avez partagés. Merci. Bon, vous avez de la chance parce qu'avec l'heure, vous allez échapper à ces petites questions pièges. Je vais en garder qu'une seule et après, je laisse la porte ouverte à ceux et celles qui ont envie de poser des questions ou de dire juste des choses sur les livres qu'ils ont déjà lus de vous. La dernière, elle n'est pas facile, mais c'est la dernière. Et la réponse doit se faire en un seul mot. Écrire, c'est quoi? On revient dans 1 heure, sinon. Ah bah mince, je pensais pas que c'était si dur. Ah non, mais déjà écrire, c'est se mettre dans un endroit où échapper à ce type de questions spontanées. C'est un endroit où on a le temps de répondre, c'est un endroit où on a le temps de réfléchir. Donc, je vais utiliser ma carte joker et dire que écrire, c'est ne pas répondre à cette question. Très bien, ça me va, moi. Tout me va, il n'y a pas de réponse. Je suis le premier, donc Je dirais que c'est s'échapper. Moi, je dirais que c'est se foutre à poil, qu'on parle de soi ou pas. Bah, très bien. Je trouve que finir sur s'échapper, se foutre à poil et ne pas répondre, c'est pas mal. Je vais vous laisser poser des questions. Alors, pour éviter, si d'un coup, tout le monde a envie de parler, ce que j'espère, n'ayez pas peur, on est entre nous, vraiment. Peut-être vous avez un petit onglet réaction pour lever la main. Je suis désolée, on est à l'école, entre les coups micros qu'on coupe. Bref, on fera une vraie soirée un jour bientôt et il n'y aura pas à couper les micros et on pourra parler vraiment. Ou alors, Nicole, je te laisse gérer. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions sur le fil? Je n'ai pas tout vu. Il y en a, enfin, j'imagine que ce sont des questions. Il y en a une, faut-il être un grand lecteur pour écrire? De Mademoiselle Fabienne. Non, mais si on a envie d'écrire, on a envie de lire, et inversement. Enfin, je vois pas comment l'un serait faisable sans l'autre, vraiment. Moi, j'aurais envie de dire oui, naturellement, ça me semble aussi assez évident. Et puis, en même temps, par expérience, j'ai eu quelquefois d'énormes coups de cœur pour des gens qui avaient une écriture très particulière parce que justement, ce n'étaient pas des grands lecteurs et qu'ils avaient un univers totalement décalé par rapport à celui des grands lecteurs ordinaires qui écrivent. Et ça faisait vraiment leur singularité. C'était des écritures très atypiques, justement. Moi, je suis assez d'accord avec Maud. Je pense que tout est possible, hein, mais trop lire, ça peut être écrasant déjà, et ça peut être formatant. Donc, voilà, je lis, mais je ne sais pas c'est quoi un grand lecteur, mais voilà, je ne lis pas un livre par jour, en tout cas, c'est sûr. Donc, lire, mais je ne pense pas qu'il y ait de règles, en fait. Il n'y a pas de règles, on s'en fout. Il y a une question personnelle pour Jérémy. Françoise voudrait savoir si Braconne est d'origine italienne, comme Figuette. Braconne est d'origine. C'est ça. C'est bien le cas, oui. Et Vanden Bosch, c'est d'origine belge, si ça vous intéresse. Voilà. Je vous sens timide là derrière. Ouais, c'est très timide, c'est tout.
Mais pourtant, je sais qu'il y a des bavards en plus. Je vous connais. Hein. Sinon, je reprends mes petites questions. Alors, sauvez-les des petites questions ou sinon, je pose ces petites questions. Je crois que Catherine avait une question à poser, que j'ai bien vu tout à l'heure. Tu as levé la main, Catherine. Elle est où, Catherine? Catherine, on t'a perdu. On a perdu Catherine. Vraiment personne? Non, alors, d'habitude, quand même, il y a un livre, et comme je disais en début, avant que tout le monde arrive, il y a du vin, il y a des choses qui aident un petit peu quand même à sortir de votre timidité. Pourtant, je sais qu'il y en a qui ont lu et qui ont déjà aimé vos livres, circulent depuis un petit moment, et qui a... Ah, Fine, super, vas-y! Non, c'est pas une question, c'est une remarque pour Maud. Donc, j'avais lu son livre lorsqu'il était sorti. Moi, j'aime beaucoup son travail d'éditrice à Maud. Et c'est vrai que son livre m'avait surpris parce que les auteurs, en tout cas les quelques auteurs que je connais qu'elle a publiés, avaient des écritures quand même assez violentes, assez dures, assez raides, notamment, ce sont d'ailleurs notamment d'anciens auteurs des 68, parce que je pense par exemple à Violaine Huisman ou à Suiza de Bénédicte Bellepoix. Et c'est vrai que du coup, j'ai été extrêmement surprise par ton livre, Maud, parce que je m'attendais en fait à une écriture un petit peu comme ça, et du coup, j'ai été prise un petit peu à rebrousse-poil. Alors, j'ai eu une surprise au départ, et puis après, bon, je suis rentrée dedans, j'ai trouvé que c'était un très beau livre, mais voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce style d'écriture. Quand je lis des manuscrits et que je choisis de prendre des textes, c'est parce que justement, je me sens tout à fait incapable d'écrire ces textes-là et que ça m'emmène ailleurs. Mais il m'est arrivé l'inverse, Delphine. Dernièrement, je m'occupe d'un garçon qui sera pour un texte pour l'année prochaine. Il a 24 ans et c'est un texte sur ce qu'est être homosexuel de nos jours. Ça parle aussi du milieu de la drogue et c'est ultra violent. Et il l'avait envoyé par la poste. Et quand on s'est rencontrés ensuite, il a parlé à quelqu'un qui me connaît. Et la personne lui a dit « Oh, c'est étonnant que ça lui plaise, vu son livre très mièvre qu'elle a écrit. » Donc, heureusement qu'on peut publier des choses très différentes de ce qu'on produit. J'espère continuer longtemps à publier des textes qui vous surprennent dans les deux sens. Voilà. J'ai vu se poser là sur votre rapport aux avis des lecteurs ou des journalistes ou de la presse autour de vos romans. Comment vous accueillez le bien ou le pas bien sur vos livres? Les deux, trois premiers retours, quels qu'ils soient, vont droit au cœur. Et puis après, ils n'ont plus d'importance. Après, on rentre dans le j'aime pas et la répétition des j'aime pas. Et donc, ça ne fait plus mal. Mais les deux, trois premières font mal. Ah, donc c'est pas que ça n'a plus d'importance, parce que là, tout le monde est en train de se dire, je vais pas je vais pas parler de Grand Platinum en fait. C'est pas la peine que je fasse la compilation, hein, c'est bon. La compilation de quoi? Des chroniques. Parce qu'en fait, nous, tout le monde lit, nous envoie des chroniques, et après, il y aura un très très grand billet qui regroupera tout ce qui a été dit. Oui, c'est ça. Donc ça c'est un vrai plaisir. Ça, c'est un vrai plaisir, et c'est toujours. Mais simplement, effectivement, fort heureusement, elles vont moins droit au cœur. Je parle des critiques négatives. Elles vont moins droit au cœur, fort heureusement, après la troisième. Charlotte? Alors que les critiques positives vont toujours droit au cœur, même à la 30e. Moi, je suis très mauvaise élève parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais du coup, je suis très, très au courant parce que les gens savent que je n'y suis pas et tout le monde me fait des captures d'écran. Donc, je reçois beaucoup d'informations en triple ou quadruple. Et j'aime bien les commentaires, et y compris ceux qui sont critiques. Par exemple, sur l'Enfant céleste, plusieurs fois, j'ai vu des gens dire
qu'ils étaient déçus parce qu'ils imaginaient un livre sur l'enfant à cause du titre et de la 4e, et que finalement, c'était quand même surtout sur le chagrin d'amour de cette mère. Et c'était intéressant, puisqu'en réalité, mon livre a été écrit sur le chagrin d'amour, et que c'est après que l'enfant est venu. Donc, c'est tout à fait naturel que les gens prennent ça. Et du coup, voilà, ça m'a semblé tout à fait juste comme retour aussi. Voilà. Oui, c'est juste, non, je ne grille pas le tour de Jérémy, j'ai juste, effectivement, c'est très surprenant de voir ce qu'éveille l'objet du livre. Nous, on y a mis notre texte, et puis ensuite, il voyage commercialement par le support de sa couverture, par le support du récit, d'un petit texte d'accompagnement et éventuellement de la presse. Et c'est très, très surprenant de voir les attentes suscitées par une couverture, les attentes ou les rejets. Et du coup, les types d'opérations comme la vôtre sont particulièrement intéressantes, moi, j'aime beaucoup quand il y a des gens qui disent oh, avec la couverture qu'il avait, j'y serais pas allé, mais c'était une bonne surprise. Voilà, ou en l'occurrence, effectivement, parfois des titres sont trop forts ou au contraire ne veulent rien dire et suscitent des fausses attentes, des fausses promesses. Et c'est très amusant de voir les gens parler de cette fausse promesse et de parler ensuite du vrai texte et du vrai ressenti du texte. Alors moi, ce qui me sauve un peu, c'est que ce qui m'a préparé, c'est que c'est mon premier livre, mais ça fait longtemps que je suis dans la création, vu que je suis plasticien et que donc je dessine, je sculpte, je fais des installations. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai appris qu'une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire, ça ne nous appartient plus vraiment. C'est voilà, c'est le lecteur, le spectateur se fait sa propre opinion. Et on n'a pas grand-chose à dire, en fait. Voilà, quand c'est très bon, quand on se sent compris, c'est formidable de se sentir compris. Quand il y a des gens qui relèvent des choses que d'autres n'ont pas relevées, c'est un sentiment super agréable. Mais j'ai découvert que, voilà, sur quelques critiques un peu négatives, je le vis pas très mal. Je préfère une critique négative qu'une critique consensuelle au final. Voilà, j'accepte, c'est très bien. Chacun son opinion. Et voilà. Et aussi, c'est sur la fin, par contre, de mon livre, j'ai écrit une fin ouverte. Et du coup, tout le monde se projette, imagine sa propre fin. Et j'adore. J'adore parce que il y a même des fins que je n'avais pas imaginées. Quand on me raconte des fins que je n'avais même pas imaginées, je trouve ça formidable. Voilà. Merci. Je crois avoir vu passer aussi une question sur vos sources d'inspiration en dehors de la lecture, la musique, les arts. Voilà, quel est peut-être votre bain d'inspiration, ou en tout cas voilà, est-ce qu'il y a un rapport avec les autres arts ou pas? Alors, pour Grand Platinum, d'habitude, je ne le dis pas, parce que sinon, ça crée pour le coup des fausses attentes. Mais en fait, 2019, qui est l'année où se déroule Grand Platinum, c'est l'année où se déroule l'action de Blade Runner. Et pour le coup, ça m'amuse beaucoup de refaire. C'est exactement, enfin, la thématique de Blade Runner est sur la nature et l'artifice, et voilà. Et je voulais faire une sorte d'update de voisinage parisien sur notre rapport entre nature et artifice. Et c'est exactement ça, et ça se déroule en 2019. Donc voilà, c'est une petite référence entre moi et moi-même, mais qui pour autant est finalement, si vous êtes observateur, est très présent dans le livre. Je garde juste, Anthony, le temps, parce qu'en même temps, il y a des questions sur pourquoi les carpes. Pourquoi ce point de départ pour le roman. Il y en a plusieurs du même, donc je garde Anthony. Alors, je reviens à Maud et Jérémy après. Pourquoi les carpes? Alors, si on parle justement de cette relation, cette dualité entre nature et artifice,
Il y a la version où on pousse le curseur très très loin et on va tout de suite du coup dans la science-fiction et comment on crée des chimères humaines et comment la nature humaine est bousculée par la manipulation génétique. Et on fait des scénarios de science-fiction qui peuvent aller très très loin. Pour autant, la manipulation du vivant, elle se fait artisanalement depuis la nuit des temps. Et donc, reprendre des exemples qu'on a sous les yeux, sous le nez depuis toujours, mais qu'on n'a jamais analysé comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Et autant les Européens ont aucun mal à reconnaître qu'on a créé des races de chiens, des races de chats de toute taille, de toute dimension, pour les rendre transportables dans l'avion, pour les rendre de toutes les couleurs qu'on souhaitait, qui sont toutes des créations très récentes, enfin, tout ça à moins de 2 siècles et souvent moins d'1 siècle. Et en revanche, des animaux qui sont tout aussi domestiques, tout aussi décoratifs, tout aussi des animaux de compagnie, entre guillemets, mais parce qu'ils viennent d'une culture différente, on n'a pas ce rapport à leur passé avec l'homme, entre guillemets. Et les carpe-coilles, qui était un sujet que j'avais étudié en faisant une exposition, j'avais été commissaire d'une exposition sur le design génétique, que j'avais appelé Eden ADN, et j'avais du coup effectivement beaucoup enquêté sur les végétaux manipulés par l'homme, les animaux manipulés par l'homme, et la carpe-coille, qui est à la base la carpe qu'on connaît tous, et qui a juste un petit défaut dont l'homme va se saisir pour prendre cette petite tache de bleu, cette petite tache de rouge, puis l'assembler avec un autre poisson qui a une petite tache de bleu, une petite tache de rouge, puis voir ce que ça va donner, et au bout de 4, 5, 30 générations, créer un poisson complètement bleu ou complètement rouge. Ça me fascine beaucoup. Ça me fascine beaucoup d'imaginer la tête d'un enfant français il y a 2 siècles, la première fois qu'il a vu un poisson rouge. C'est de la science-fiction. Un poisson rouge est de la science-fiction et on l'a gommé complètement. Et donc, revenir à quel point c'est fascinant de pouvoir prendre un animal et de le transformer, je pense que c'est quelque chose à dire et à redire en permanence. Moi, ça me fascine. Bien. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi parle Grand Platinum, je pense que ça a égayé la curiosité. Alors, on en revient du coup. Alors, il y a aussi des carpe diem du coup qui surgissent en dessous. Voilà, comme petit clin d'œil sur les carpes et sur le contexte actuel, on va dire. Du coup, aux sources d'inspiration, avec on va garder le fil. C'est rigolo, on parlait des différents retours suivant les lecteurs. Et moi, je n'ai pas du tout eu sur ce livre les mêmes retours des hommes et des femmes. Étrangement, les hommes m'ont beaucoup parlé des scènes érotiques du livre qui me paraissent, moi, extrêmement ténues. Et les femmes m'ont posé cette question de savoir si Björn existait vraiment. Donc oui, j'ai feuilleté beaucoup de mannequins suédois en catalogue pour m'inspirer. Voilà ma réponse. Alors moi, autant dans mon travail d'artiste de plasticien, c'est beaucoup la nature qui m'inspire, notamment les montagnes. J'ai beaucoup travaillé sur les montagnes. Mais là, pour l'écriture, c'est les gens en fait. C'est ces gens qui ont un petit truc en plus, qui ont un petit grain de folie qui vont me marquer et voilà, dont je voudrais faire des modèles en fait. C'est formidable ces gens qui sortent un peu du lot comme ça par leur créativité. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Là, j'ai loupé le fil, Nicole ou Sabine, si vous en avez vu. Ou pas, s'il n'y en a pas. Hein. Si tout le monde veut aller ou boire un coup, ou manger, ou dormir, je ne sais pas. Il y avait une question avec les couvertures et les quatrièmes de couverture. Olivier disait qu'il n'aurait pas forcément acheté des livres par rapport aux quatrièmes de couverture notamment.
Vous en pensez quoi, les Bon, il y a du boulot à faire. Peut-être Maud, elle peut en parler en tant qu'éditrice. Mais Non, mais on a chacun nos... Les déclencheurs pour l'achat, ils sont très connus. Hein. Pour des premiers romans, la couverture. Avant de lire la 4e de couverture, techniquement, il faut retourner le livre. Donc, on va déjà aller vers une jolie couverture, un titre qu'il faut extrêmement soigner. Et ensuite, la 4e, ben oui, elle fait plus ou moins envie. Après, moi, par exemple, comme lectrice, dans les librairies, je feuillette toujours. Je les ouvre, les livres. Donc, il y a quelquefois des 4e qui ne sont pas extrêmement fidèles à l'histoire. C'est vrai, hein, c'est un art difficile, l'art de la 4e. C'est très compliqué de résumer 150 ou 200 ou 250 pages en 10 lignes ou 15. C'est toujours une grande frustration et puis ça rend les choses assez ternes. Il y a des solutions. Chez POL, là où j'ai fait mon premier stage, c'était une phrase. Il y avait, jusque dans les années 50, ça n'existait pas les 4e. La 4e, c'était juste un support publicitaire. Donc, comme ça, il n'y avait pas de problème. C'est assez neuf, hein, Après, ça peut aussi donner envie. Donc, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas de... Moi, ma 4e, elle me convenait très bien. Mais je n'ai jamais d'extase personnelle comme lectrice sur les 4e de couverture des gens. Des fois, elles sont drôles. Voilà, c'est tout ce que je peux remarquer. je rebondis sur cette question par rapport, et ça revient à ce que Jérémy disait au tout début avec ce changement de titre pour son roman. Pour tous les trois, est-ce que le titre était un choix de votre part, était un éditeur, un consensus comment ça s'est installé et Moi, c'était le titre, il est resté comme ça. J'ai jamais eu de questions dessus. Maud, l'enfant céleste a toujours été l'enfant céleste? Oui, c'était le titre aussi du départ. Ça me semblait bien. Ça faisait le lien entre cet enfant et l'astronome dont je parle. Donc, c'est agréable. Et donc, Jérémy, là, on sait. Maintenant, on le sait, ouais. Oui, donc ça devait s'appeler Bella Ciao parce que ça colle totalement à l'histoire, cette communauté italienne ouvrière. Et sauf que fin septembre, au moment de finaliser le bouquin, il y a un auteur de BD qui s'appelle Baru, qui est originaire en fait de la même cité ouvrière que moi, de Villerue, qui a sorti une BD qui s'appelle Bella Ciao. Donc je me suis dit, c'est juste pas possible que j'utilise le même titre que lui, alors que je lisais ses BD déjà quand j'étais gosse. Donc il a fallu trouver un titre débeauté. Qui me plaît pas vraiment. Il faut peut-être pas le dire, mais bon, je suis trop honnête. Moi, voilà, je suis pas fan. Voilà. Pas mal à entendre. C'est assez drôle d'ailleurs, mais on le dira pas. On le dira pas. On gardera ça pour nous. Je crois peut-être qu'on a fait le tour des questions et puis on déborde. Hein. On avait dit 1 heure et peut-être chacun a sans doute des occupations confinées, évidemment, mais bon. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous dire merci infiniment à Maud, Anthony et Jérémy d'avoir accepté l'invitation, d'avoir joué le jeu des questions et puis à vous dire merci pour vos livres qui sont sans doute dans cette sélection très variée. Vraiment 3 livres qui font du bien. J'aime pas l'expression qui font du bien parce qu'on n'est pas dans du développement personnel, mais en tout cas qui sont doux, apaisants et qui donnent du temps, qui donnent du souffle dans cette réalité et dans ce monde un peu bousculé. Donc merci et bravo. Et puis évidemment, de toute façon, on va continuer à vous lire. Maud, on vous enverra les captures d'écran. Des 68, voilà. Et puis merci à tous les participants d'avoir vu vos têtes. Ça m'émeut beaucoup, je dois vous avouer, et d'avoir été présent. Et puis voilà, si on n'y arrive pas avant la fin de l'année, voilà, c'est là que l'émotion surgit. On y arrivera l'année prochaine pour faire une vraie soirée autour de cette sélection avec les auteurs, où il n'y aura pas de micro et où il y aura juste l'envie de partager. Donc, merci beaucoup. Et puis,
À bientôt. La fin des réunions Zoom, c'est très violent. Ça va d'un coup être noir. J'en suis désolée. Salut. À bientôt. Merci, bonne soirée. Merci.